Mais là, je parle plutôt des Noirs qui viennent hors des frontières de l'Algérie, de la part des pays du Maghreb. Ça, moi, je ne vais pas angéliser. Bien sûr que oui, il y en a. Et il y en a pour plein de raisons, d'ailleurs. Il y en a d'abord parce que c'est... Point de vue religieux, on dit que le noir est inférieur à l'arabe. Moi, je pense que c'est surtout les restes de la colonisation avec le néocolonialisme. C'est-à-dire que... Moi, je peux te dire que ma mère a dit que la race du prophète est mieux que la nôtre. Et lui, il est issu des Arabes et nous pas. Déjà, ma mère qui n'est pas allée à l'école et qui a appris son arabe et sa religion de loin, chez nos parents, pense comme ça. La plupart de nos parents pensent que nous sommes naturellement inférieurs aux Arabes. Parce qu'on les musulmans noirs. Mais parce qu'on intègre les choses, mais ce qui est vrai, c'est plutôt de dire que les Noirs qui viennent de l'extérieur, mais un peu comme les Chinois, hein, j'ai envie de dire, quand ils sont arrivés chez nous, il y a un reste de la colonisation. Bonjour chers téléspectateurs de Global Africa Télé-Sud, bienvenue dans votre émission Tumulte. Aujourd'hui nous allons parler du racisme. Pas que, parce que sur ce plateau il y a quelqu'un qui a analysé, travaillé sur la problématique du tribalisme. Donc on verra s'il y a une similitude, s'il y a des points de convergence entre le tribalisme et le racisme. Donc, pour en parler, je reçois sur ce plateau Armand Gérard Obou. Il est président de l'ONG Peace in Africa. Exact. Stéphane Totui, ancien candidat à la présidentielle française et auteur de Le racisme, écoutez bien, Le racisme au secours de la France. Il nous en dira plus. Et puis Mornia Lapsi, qui est militante antiraciste et présidente de Coude à Coude. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter l'analyste Alsen Cham qui nous donne son point de vue sur ce qu'est le tribalisme, le racisme. La question du racisme est une question qui taraude les esprits des Français et la question du racisme a beaucoup préoccupé les intellectuels, notamment français et d'autres intellectuels africains et entiers. On sait notamment que l'écrivain et philosophe Frantz Fanon a fait un travail remarquable sur la question de l'aliénation du fait justement de la colonisation et il a apporté un vrai regard sur le racisme en France et justement cette institutionnalisation du racisme qui était due justement à la colonisation et à tous ces dégâts notamment au niveau de la personnalité, au niveau du savoir-être et au niveau de la mentalité de certains peuples africains qu'ils sentaient être opprimés. Au-delà de Fanon, la question du racisme se pose avec beaucoup d'acuité en France. C'est un vrai débat de société, non seulement le racisme au niveau professionnel, le racisme parfois au niveau des logements, avec justement une forme de ghettoisation. Et le racisme se pose vraiment à différents niveaux, non seulement au niveau professionnel, au niveau du logement, mais aussi au niveau de la vie de tous les jours, notamment à travers les violences et outrages policiers qu'on peut avoir en France. Mais au-delà de ça, je pense que justement les Africains de France doivent prendre en compte cette question du racisme et justement essayer de trouver des solutions. Mais je pense aussi que l'État français doit jouer un rôle crucial afin vraiment d'essayer de trouver des solutions face à ce racisme qui est presque institutionnalisé. Le philosophe Saïd parlait justement de double peine du fait d'être étranger, mais aussi parfois d'être jugé non seulement pour sa couleur de peau, mais aussi parce que justement on prête justement à certains Africains d'avoir parfois des attitudes aliénantes. Donc je pense qu'à ce niveau, cette double peine doit changer et que les autorités françaises doivent poser le débat, les intellectuels français et autres Africains doivent poser le débat afin vraiment de sensibiliser sur cette question, car c'est une question qui nous pèse, cette question de cohésion sociale, d'intégration des minorités, parce que les Africains d'origine ne sont pas les premiers à être venus en Europe, mais le fait justement que cette socialisation soit plus difficile et que cette assimilation à la société française soit rendue plus difficile pose des problèmes justement d'identité nationale. Il y a eu des débats notamment en 2010 sur la place des Français d'origine africaine sur la question de l'identité. Je pense que le débat doit ressurgir afin vraiment de trouver des solutions afin que justement les Africains de France puissent justement être
intégrés justement à cette société et puissent être considérés à leur juste valeur. C'est un vrai problème systémique et je pense que les autorités, les sociologues doivent réfléchir à cette question, poser le débat, et c'est aussi le rôle des médias de poser le débat sur cette question afin d'avoir une vision claire et justement trouver des solutions afin justement d'avoir une société cordiale, plus apaisée et surtout qui puisse intégrer les minorités afin de faire corps, afin de faire fusion. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des choses à faire et la question essentielle, c'est vraiment la sensibilisation afin que justement cette question du racisme soit prise à bras le corps afin d'y trouver des solutions, non seulement au niveau du court terme, mais aussi au niveau du long terme, pour se projeter dans une société française de demain beaucoup plus apaisée et où justement les différences de race ne seraient pas un souci majeur. Merci à vous. Armand Gérard Aubout, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse du politologue Alsen Thiam? Très belle analyse. Hein. Il a fait un travail, je dirais, très fouiné, très cherché, sûrement. Mais moi je voudrais, ce que je retiens, c'est personnellement, avant de rentrer dans le vif du débat, hein, c'est surtout cet aspect de discrimination en termes de choix scolaires de nos enfants et surtout dans le travail. Dans justement le travail. J'ai l'impression que j'ai, parce que j'avoue que je n'ai pas fait de recherche comme lui sur le secteur, donc l'impression que ça me donne ici, c'est dans ce domaine, c'est de voir qu'il existe une espèce de plafond de verre qui interdise donc un plafond de verre, je veux dire non écrit, on dit, qui, j'en ai fait le frais, l'expérience, je sais très bien, qui exclut visiblement des gens d'origine africaine d'accéder à un certain nombre de fonctions, malgré les diplômes qu'on puisse avoir. Et ça, je l'ai vu, j'ai vu également des enfants d'origine africaine nés en France qui, déjà au niveau lycée, je dirais même collège, ont eu une espèce d'orientation qui les oblige à aller vers des fonctions et des emplois qui sont visiblement... Formation professionnelle. Voilà, visiblement prédestinés à servir les autres. Et ce sont des choses que... Bon, jamais, c'est clair que jamais la législation française ne dira que c'est écrit, c'est officiel. Mais c'est pour ça que je pèse mes mots, je dis, j'ai l'impression que quelque part, il est écrit que des gens de telle origine ne peuvent pas, ne doivent pas accéder à ce type de fonction. C'est dommage. Et pourtant, on a beaucoup à offrir, j'en suis persuadé. Stéphane Totui, vous qui écrivez « Le racisme au secours de la France ». Le racisme au secours de la France. Alors, dites-nous. Effectivement, ce chercheur a vraiment fait des recherches, il a vraiment poussé le sujet et il met en avant, c'est un fait. C'est un fait de société qui simplement ne sont pas, on va dire, portés par tous les citoyens. Ils ne sont pas aussi portés par les politiques surtout. Parce que la référence, normalement, c'est aux politiques de le porter. Et le premier parti de France, qui est la République, devait aussi s'habiller de cela. Sauf que le racisme est devenu monnaie courante. C'est devenu un échange de cacher les faiblesses et les désaveux de la population. Ces politiques utilisent le racisme pour le faire. Mais moi, la question que j'ai à me poser, c'est plutôt de savoir, est-ce que ceux qui sont racisés, est-ce qu'eux-mêmes, ils portent la valeur de s'organiser pour éviter ce racisme? Est-ce qu'ils enseignent aux personnes qui les attaquent, qui sont dans l'erreur? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a beaucoup le racisme qui est porté et orienté à la fois sur les Africains. Et après, on découpe en disant les Africains subsahariens et les Africains du Maghreb. Mais aujourd'hui, on a des Américains, des Sud-Américains, on a des Asiatiques, tous qui sont en France. Mais ces derniers peuvent vivre le racisme. Mais est-ce que ce racisme est mis en avant? À nous, mettons, de pouvoir vraiment nous organiser, à vraiment comprendre aux autres Français que nous sommes ici, nous avons des compétences. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo qui me disait, est-ce que vous me citez en France 10 gros du barreau qui sont connus, qui sont à la fois africains? Et beaucoup ont buté, ils n'arrivaient pas. Mais quand on dit 10 du barreau qui sont caucasiens, ils ont commencé à citer l'ancien ministre et autres. Je dis, mais c'est vraiment dur. Quand on demande au niveau de la médecine, la même chose. Je dis, mais il y a un problème. Est-ce que
ces binationaux, ces citoyens français qui sont là, se mettent vraiment en avant? Est-ce qu'on s'organise à vraiment nous faire connaître avec des exemples pour les enfants, pour les jeunes générations? On est plutôt dans l'exemple je dirais, de mettre en avant des faits de racisme. Quand on agresse des enfants, quand on nous insulte avec des thèmes raciaux comme des singes, c'est là que tout le monde s'offusque. Alors, Mornia, comment avez-vous trouvé l'analyse justement du politologue Alcène? Alors bon, moi j'abonde, hein, je plus sois, comme dirait l'autre, je suis tout à fait de cette philosophie. Il y a un racisme en France qui est à la fois structurel, qui fait système. Il y a aussi un racisme idéologique porté par des organisations politiques qui se définissent et s'autodéfinissent comme telles. Et pour aller dans le sens du camarade, très clairement, le racisme est tel, il structure tellement la société que évidemment, il commence dès l'enfance avec une organisation de ce qu'on appelle l'armée de réserve, c'est-à-dire ceux qu'on va orienter vers les travaux les plus pénibles et les plus précaires. Donc on voit bien que l'école est un laboratoire qui fait partie de tout ce système qui a vocation à préparer des futurs ouvriers voués à être opprimés. Et Et lorsqu'il y a une résistance pour aller peut-être, parce moi je suis pour l'organisation, je fais partie d'un certain nombre de lieux où on s'organise, mais c'est pas si simple. D'abord parce que vous l'avez vu il y a quelques années, lorsqu'il y a eu des réunions non mixtes, qui me paraissent totalement légitimes, licites, dans la mesure où seules les personnes qui remplissent un certain nombre de critères peuvent à un moment donné identifier et faire un état des lieux de ce qu'elles vivent au quotidien, mais aussi élaborer un plan d'action. Et bien tout de suite, elles sont d'une part stigmatisées, mais aussi elles vont faire l'objet de recours et de procédures qui font que ça use avant même qu'on ait commencé la moindre lutte. Alors, en commun, vous avez mentionné ce racisme à l'école. Justement, à Rouen, à l'université de Rouen, il se passe quelque chose. Un professeur est mis en cause pour du racisme qui a conduit à une tentative de suicide de la part d'un élève qui a reçu des mots relayés par un autre étudiant, mais de type caucasien cette fois-ci. On va écouter. Salut tout le monde. Je fais cette vidéo parce qu'il s'est passé une dinguerie dans ma fac, dans la fac dans laquelle j'étudie, le campus Pasteur de l'université de Rouen, et personne n'en parle. La semaine dernière, il y a un étudiant de ce campus qui est tombé d'une passerelle, mais ces passerelles sont sécurisées, et d'après plusieurs témoins, d'après le parquet, d'après Paris-Normandie, il serait tombé volontairement, s'apparentant ainsi à une tentative de suicide. Ce même étudiant avait dénoncé il y a plusieurs mois du racisme de la part d'un professeur, Pierre-Antoine Sprimont, qui est par ailleurs conseiller municipal de Rouen. Pour cela, l'université avait pris la petite mesure, la petite sanction de lui interdire d'enseigner dans le master de cet étudiant concerné. Mais à côté de ça, il continuait tout à fait à faire court, comme si de rien n'était. Et j'ajoute que le Conseil d'État a validé cette sanction. Et récemment, Paris-Normandie s'est emparé de cette affaire et l'a médiatisée en citant nommément cette personne, ce professeur. Et c'est la raison pour laquelle ce professeur-là, Pierre-Antoine Sprimont, a réagi dans Paris-Normandie avec un droit de réponse dans lequel il s'attaque une nouvelle fois à cet étudiant et ne remet pas en cause les propos. Les propos, c'est vous devriez faire projet de chez vous, de la jungle. Ou bien on reconnaît la qualité d'un master au nombre de Noirs et d'Arabes qui s'y trouvent. Voilà les propos qu'on peut lire dans Paris-Normandie et qui auraient été prononcés par cette personne. Ce qui nous révolte, nous, et qui nous a permis de nous mobiliser aujourd'hui, ce qui nous a fait nous mobiliser, c'est que l'université de Rouen et son président refusent de parler de ça. Il parle d'événements, il parle d'une chute, comme s'il était tombé par accident, alors que ce n'est pas le cas. En attendant, le professeur est toujours membre de l'université, il n'a pas été exclu définitivement. Et moi, je veux dire aussi, personnellement, je refuse que cet homme continue d'être élu à la ville de Rouen. Il doit démissionner de son mandat de conseiller municipal et il ne peut pas continuer, après avoir prononcé des propos pareils, à être un élu de la ville, un élu municipal, sachant qu'il n'en est pas à son premier coup d'essai, et notamment au conseil municipal, il avait refusé un soutien à l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrantes et aux migrants, et puis il avait aussi soutenu implicitement la soirée qui s'appelait Les étrangers dehors et que la mairie avait décidé d'interdire. Et donc je vous mets un extrait d'aujourd'hui
de notre mobilisation sur le campus. Voilà, donc nous allons continuer les actions, nous allons continuer le combat jusqu'à ce que le racisme disparaisse de nos universités, puisqu'il n'a pas sa place ni dans nos universités, ni ailleurs, et puis surtout que ce professeur-là soit exclu totalement et définitivement de notre université. Je vous invite à suivre le collectif qui a été créé sur Instagram, c'est le collectif universitaire antiraciste de Rouen, donc le QA Rouen. Je vous invite vraiment à suivre nos actions parce que nous allons continuer et ne rien lâcher. Très bien. Nous revenons ici avec Armand Gérard Obou. Ouais. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos tellement durs en milieu universitaire? Pas que, hein, parce qu'on a vu à un moment, je crois en début d'année ou en fin d'année, une enfant métisse qui a été refusée par une directrice d'école, heureusement, qui a été sanctionnée. Est-ce que ces faits vous disent quelque chose et dans quel sens? Qu'est-ce que vous voudrez vraiment? Comment voudrez-vous votre France au vu de ces situations-là? Moi j'ai la gorge nouée à entendre ces jeunes étudiants. Je signale que moi-même, par mes temps libres, je suis également enseignant-formateur, d'une part à l'Université catholique de l'Ouest, à Laval, à l'école de management de Grenoble et également chez MBA. Je suis enseignant et j'avoue que ce qu'on ne mentionne pas, ce que ce professeur ne mentionne pas, c'est que oui, il existait. C'est vrai que dans nos masters, dans les masters qu'on a, dans les écoles de commerce, oui, il y a beaucoup de jeunes de couleur. Comme il dit, on mesure la valeur du master par le nombre d'Arabes et de Noirs. Mais ce devrait être une fierté pour la France de recevoir ces jeunes qui viennent à la recherche du savoir. Mais ils doivent aussi reconnaître la présence des formateurs africains. Ils sont nombreux, et arabes, qui viennent donc donner de la formation, partager leurs connaissances et le savoir. Nous le faisons et je le fais personnellement. Et donc, j'en profite, je ne vais pas m'adresser moi à ce professeur. Je pense à ce professeur, je pense que ce qu'il y a là, c'est qu'on doit prendre conscience que, oui, que notre Afrique, en fait, dans le monde, aujourd'hui, le monde entier, tous les continents prétendent que l'avenir, c'est l'Afrique. On a l'impression qu'il n'y a que nous, seuls Africains, qui n'avons pas cette conscience. D'accord. Et donc, on va. Donc, il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour que nos jeunes Africains n'aient pas à venir en Europe pour se former. À l'ère du digital, à l'ère du numérique, les États africains doivent, à mon sens, se mettre en place ensemble pour que nous puissions développer des plateformes de formation qui permettent aux jeunes gens de rester en Afrique, pas vraiment besoin de venir subir de telles situations de racisme. Alors, le racisme, Stéphane Totui l'a reçu de plein fouet, non pas en milieu étudiantin, mais en milieu politique. Parce que quand même, détenteur d'assez de parrainage, il s'est vu proposer la dislocation, hein, pas d'amalgamer d'autres parrainages vers lui, mais de disloquer ses parrainages vers d'autres partis. Tout à fait, parce que tout simplement, lorsqu'on tente la présidentielle, il nous faut les 500 parrainages. Avant, les 500 parrainages étaient anonymes, sauf qu'aujourd'hui, on demande de les nommer et de les signer. Et donc, ces élus qui veulent le faire, on leur demande non, Stéphane Totui n'est pas médiatiquement connu. Et donc, pour cela, il faudrait donner ces parrainages à Marine Le Pen, à Zemmour et à Mélenchon. C'est bizarre, il faut donner ces parrainages à les extrêmes. Est-ce qu'on joue avec le pathos citoyen? Est-ce qu'on joue avec l'existence des humains? Donc, ça veut dire que les personnes qui ne sont pas médiatiquement connues ont droit à aller en prison. Parce que Marine Le Pen a été condamnée. Mais là, non. Elle a 11% de taux de change de sondage pour dire qu'elle va être présidente. Il ne faut pas la condamner. Il faut plutôt lui donner la possibilité de vite se représenter devant la justice. Mais lorsque la mère de Maël demande à ce qu'on revoie le jugement, là, non, lui n'est pas connu, il faut attendre. Ça doit suivre le cycle normal du tribunal. Quand est-ce que les politiques vont vraiment prendre à main à corps ce problème de racisme? Est-ce qu'ils vont attendre qu'on ait plusieurs fois des morts, plusieurs fois des lynchages, des suicides, pour dire oui, enfin on va voir le racisme, ou simplement ils le font exprès? Parce qu'ils ont tout simplement besoin de
garder entre eux une certaine autonomie de caucasiens et de mettre les autres Français de basse-cour, des gueux, comme pourraient dire certains. Alors, est-ce que c'est ce qui vous pousse à dire que le racisme est au secours de la France? Tout à fait. C'est ce qui me pousse à dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes issues de l'immigration, beaucoup d'enfants de deuxième, troisième génération qui ont des compétences, qui sont avocats, qui sont médecins ou autres, mais on les muselle dans les entreprises, dans les structures étatiques, parce que tout simplement, ils n'ont pas le droit d'avancer au-delà du plafond de verre. Et moi, j'ai dit non. C'est bon. Parce qu'aujourd'hui, on a vu Trump, qu'il a pris la décision pour les Américains, en disant les Américains d'abord, et il travaille à ce que le monde entier vienne à ses pieds. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va attendre, on va toujours quémander, sauf qu'on a les compétences ici, et si on ne le fait pas bien, nos enfants vont fuir. Mornia, vous soutenez François Burga, que vous soutenez. Dites-nous les raisons. Alors, François Burga est un éminent prof, mais qui n'est pas du bon côté selon l'institution et en réalité selon le monde universitaire. Parce qu'il fait partie de ces personnes non racisées européennes qui est victime de discrimination par association. C'est comme ça qu'on dit dans le droit français. Et qui en réalité pointe du doigt l'islamophobie montante en France, et même maintenant devenu un vrai sujet politique, le racisme systémique, et il parle justement d'auto-organisation et d'autodétermination. Et lorsqu'il dit ça, c'est une façon finalement de se déconnecter de son groupe social dominant qui, lui, justement, demande un maintien de privilèges. Je fais une petite digression sur ce que disait tout à l'heure le camarade. Ce qui est scandaleux dans les 500 signatures, parce qu'il y a eu toi, mais il y a eu aussi Anas Kazib, qui est un racisé, un arabe. Et en réalité, les non-connus, on en a quelques-uns qui ont reçu les 500 signatures. Non, c'est que le système, il est bien rodé. Il est rodé de sorte, en France, à ce que, justement, on ne peut pas retrouver en pôle position des gens qui représenteraient la France, mais qui ne représentent pas finalement ce qui est dans la conscience collective institutionnelle, en l'occurrence le blanc. Et moi, ce qui me fait mal à la tête quand j'entends ça, c'est qu'en réalité, non seulement le système est discriminatoire, mais les gens qui profitent de ce système ne disent rien. Et c'est exactement la même chose que nous voyons pour ce prof, qui en réalité a été émetteur d'une vraie infraction au sens du droit, mais qui en réalité se voit rallié par l'institution dans son entièreté, qui considère que c'est un non-sujet. Et donc, c'est là où je dis que ça fait structure et ça fait système. C'est qu'on a à la fois ceux qui portent ces idées-là, ces idées idéologiques qui sont clairement racistes, mais on a tout le système qui est autour, qui est que même ceux qui n'ont pas conscience de ces idées-là, pour se maintenir en haut de la pyramide, dans leurs privilèges, eh bien se taisent ou regardent ailleurs. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Global Africa Télé Sud. Nous allons nous retrouver dans quelques petites secondes avec la même belle gosse et les mêmes beaux garçons pour parler du racisme et voir quelles similitudes il y a avec le tribalisme chez nous en Afrique. Donc cette deuxième partie sera consacrée au tribalisme, s'il y a similitude ou des convergences ou similitudes avec le racisme vécu ici. Chers téléspectateurs de Global Africa, nous voici de retour sur le même plateau avec les mêmes beaux visages. Mornia, Lapsi, Armand Gérard au bout, lui il va jusqu'au bout, et puis Stéphane Totui qui n'est pas allé jusqu'au bout de sa campagne présidentielle française. Et nous revoici sur le plateau. Cette fois-ci, nous allons aborder, on commence par Armand, la question du tribalisme en Afrique, où les enjeux, vous dites, surviennent surtout en période électorale et surtout dans la politique. Ça s'est vu. Est-ce que ça veut dire qu'avant cela, il n'y avait pas de tribalisme en Afrique? Merci. Ah non, il y a, si, il y a toujours le tribalisme en Afrique. Il y a toujours... Si on s'entend bien hein, que le tribalisme, c'est une société organisée sur la base des tribus. Voilà.
pris ainsi, forcément, oui, il y a toujours eu du tribalisme dans tous les pays africains. Par contre, c'est l'usage, si vous voulez, ou la primauté qu'on accorde à l'appartenance, à son appartenance tribale dans la gestion politique qui est problématique. Sinon, gérer, donc avoir un État ou enfin un pays, un espace géographique géré donc sur la base, une organisation sociale sur la base des tribus, bah, ça a quelque chose de profitable. Vous savez très bien, on sait tous que la philosophie Ubuntu, qui est africaine, elle existe à l'intérieur justement de cette tribu, de cette communauté. Cette appartenance, donc le fait d'imaginer ce qu'on est par rapport donc à ce qu'on peut, aux intérêts de toute la communauté, ça c'est très important et intéressant. Mais ce qui est dommage, c'est l'exploitation ou souvent enfin, la mauvaise utilisation de ces tribus, de la différence tribale dans la gestion politique. Après vous, justement, on va écouter Alusenou Thiam qui nous parle qui fait une analyse donc, sur la situation tribale, ethnique chez nous en Afrique. La question du tribalisme se pose avec beaucoup d'acuité, notamment dans les pays africains. On sait que le communautarisme et l'ethnocentrisme est très présent dans les pays africains, mais cela s'est surtout exacerbé avec la prise des indépendances et justement cette institutionnalisation du pouvoir et ce pouvoir présidentiel qui a causé beaucoup de dégâts parce qu'au 18e, 19e siècle, c'est vrai qu'il y a eu des guerres notamment entre les empires et entre les communautés, mais il y avait quand même une forme de cohésion et une forme d'harmonie entre les communautés notamment et les ethnies africaines. Mais c'est vrai que cette politisation de la vie politique et cette institutionnalisation de la présidentielle a causé beaucoup de dégâts et a contribué justement à créer une friction et des conflits justement entre les communautés. Bien évidemment, il y a cet aspect de politisation de la vie politique et cette course vers le pouvoir qui a créé des divisions entre les communautés, parce que chaque communauté essayant justement d'être à la tête de l'exécutif. Mais en plus de ça aussi, il y a des différences aussi majeures, notamment au niveau religieux, qui fait que justement il y a des conflits qui peuvent intervenir et parfois aussi au niveau des activités professionnelles, notamment des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des conditions sociales qui sont créées parce que les différences ne sont pas biologiques. C'est un peu comme le cas en France par exemple où il y a parfois du racisme institutionnel, mais ce racisme institutionnel est fruit d'une construction sociale. Donc je pense qu'à ce niveau, en Afrique aussi, entre les communautés, il y a aussi cette construction sociale qui fait que malheureusement, dans les familles, dans la socialisation, dans la langue, on fait que justement il y a des divisions entre les communautés. Et je pense que ce parallélisme entre le racisme institutionnel dans les pays européens et ce communautarisme est vraiment mis en avant. Et il y a beaucoup de similitudes entre justement le racisme en France et l'ethnocentrisme dans les pays africains. Donc je pense qu'à ce niveau, cela nous ronge et je pense qu'il faudrait que les sociétés africaines prennent à bras le corps cette question afin justement d'apaiser leur société. Pour cela, je pense que les intellectuels et les sociologues, les ethnologues doivent faire un travail dessus et c'est aussi aux politiciens vraiment d'apaiser le débat afin d'avoir un débat le plus harmonieux et que la politique ne soit pas forcément un terrain où on vote par ethnie mais où on vote par un modèle. Et je pense qu'à ce niveau, les acteurs politiques doivent être beaucoup plus responsables et éviter justement de communautariser le débat afin justement d'avoir un débat beaucoup plus apaisé qui se base sur des situations objectives, sur des projets de société. Parce que quand on a des communautés, malheureusement, où il y a des divisions, notamment à la veille de chaque élection, malheureusement, ça pose problème. Donc je pense que des pays en Europe, tout comme des pays en Afrique, doivent prendre à bas le corps cette question, parce qu'il y a des similitudes et je pense qu'il faut croiser les regards entre experts, notamment européens et africains, pour essayer d'apaiser les sociétés, afin justement qu'on ait des sociétés beaucoup plus apaisées. Je vous remercie. Justement, Stéphane Totui, vous êtes du même pays que votre camarade, votre compatriote, donc Obou, qui nous dit qu'à l'aune des élections en Côte d'Ivoire, si on ne fait pas attention, il risque d'y avoir balkanisation à cause ou guerre civile, basée sur une guerre civile ethno-religieuse susceptible d'entraîner la balkanisation même de cette région ouest africaine. Et il évoque le cas rwandais, il évoque le cas d'autres pays, et l'analyste qui vient de parler justement en guinéen, où on voit que Malinké et Peul sont tributaires, enfin, les Peuls sont tributaires
de ce fait en Guinée, parce qu'on dit qu'ils ont le pouvoir économique, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir politique. Alors vous, vu de France, comment percevez-vous le tribalisme des Africains ici en France? Est-ce que ça ne conduit pas les Africains aussi à avoir un regard biaisé ou un regard décalé vis-à-vis des Blancs, puisque nous sommes dorénavant, depuis les indépendances, dit-on, habitués au tribalisme? Vous savez, le tribalisme est souvent une question mise en avant par, je dirais, les politiques. Parce que tout simplement, il y a des rattrapages dits ethniques dans des postes de fonction, dans des postes économiques. Et une grosse majorité de leaders politiques sont plutôt dans, je dirais, une campagne du ventre, comme j'aime l'appeler. Aujourd'hui, on peut prendre la majorité de candidats en Afrique, établir un projet ou un programme électoral fiable, qui est quantifiable, qu'on peut suivre et quantifier. Ils sont très rares. Et beaucoup vont plutôt dans « je donne de l'argent, je donne une participation alimentaire pour pouvoir être élu ». Donc, vu cela, ça fait qu'il y a un freinage qui se fait dès le début. En France, on le voit ici avec le côté, je dirais, systémique, avec je suis du Rassemblement national, je suis du PS, des Insoumis. Quand nous mettons quelqu'un qui n'est pas viable, on va quand même voter parce que c'est le système. Donc pourquoi on se plaint? Est-ce qu'on ne devait pas plutôt promouvoir cette cohésion nationale, cette citoyenneté, plutôt que de promouvoir, on va dire... Ce que je suis en train de demander, est-ce que les effets du tribalisme africain se ressentent Oui, ici? ça se ressent, c'est ce que j'en venais. Donc c'est là que je dis, il fallait voir pour cette cohésion nationale, cette citoyenneté. Ce qui fait que lorsqu'on est ici et qu'on est en France et qu'on a un regard sur ce qui se passe là-bas, on ne met pas de l'huile sur le feu, qu'on essaie de dire plutôt, vous vivez pour la Côte d'Ivoire, vous vivez pour le Mali, vous vivez pour le Congo, unissez-vous pour pouvoir bâtir votre pays, que de vous tirer là-dessus, parce que telle ethnie est en avant. Le côté ethnique, ça existe depuis toujours, mais vous êtes entendu, puisque en Côte d'Ivoire, 63 voire 64 ethnies vivent sur le même territoire. Vous n'êtes pas déchirés, mais pourquoi ces mettants voulez-vous déchirer? Et souvent, c'est l'extérieur, avec le regard du colon, je dirais, nouveau, on veut pousser chaque citoyen sur le territoire à prendre des armes. Au lieu de dire, voici ce qu'il faut mettre en programme, voici le retard que le pays peut avoir, voici où vous devez travailler pour pouvoir avancer. On est plutôt à dire, mais tu vois, il a dit la vie est chère, pourquoi eux roulent dans des grosses Mercedes, c'est pas vous? Voici la question. Est-ce qu'on doit pousser la population à regarder le côté, je dirais, bling-bling, que le côté mon pays va bien, je peux me soigner, je peux éduquer mes enfants, je peux travailler comme je veux? Et donc, ça emmène aux explosions dans les pays, aux explosions post-électorales. Mornia, l'Algérie, c'est pas black beurre blanc, comment on dit ça? Black beurre. Black blanc beurre, mais c'est beurre black blanc. Beurre égale à black blanc. Beurre, Parce que tu veux dire algériens locaux? Algériens en général, et puis le nord est blanc, le sud est noir. Ça crée souvent des débats. Est-ce que ces débats-là, on les retrouve ici? Et est-ce que aussi ça s'impacte, ça vient s'imbriquer, ça vient se confronter au racisme d'ici ou pas? Alors, moi, quand tu m'as envoyé le sujet, que je trouve très intéressant, j'ai retrouvé une forme. Alors, nous, on n'appelait pas ça le tribalisme. Pourtant, moi, je suis vraiment d'une région où il y avait des tribus, hein, d'un point de vue originel, avec sa propre culture, une propre langue. Oui, mais vous fonctionnez par tribus. C'est des tribus sans connotation tribale, actuelle, donnée. Bien sûr, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie à proprement. La tribu de ma mère, ça se dit sans que ça soit péjoratif. Voilà, la tribu de mon père. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai que ça, bon, moi, d'un point de vue de mon prisme, de double nationalité, je ne le vois pas forcément. C'est-à-dire qu'on n'a pas des débats à la maison qui font qu'il y a une opposition et donc une hiérarchisation des gens selon les lieux d'où ils viennent. Il fut un temps où c'était le cas. C'est-à-dire que, si je parle de l'Algérie, où on nous expliquait à la maison qu'il ne fallait pas dépasser la frontière de notre région, notamment pour les mariages. Mais c'était
culturel. C'était pas forcément quelque chose d'une hiérarchie économique ou une hiérarchie intellectuelle. Est-ce que un black algérien, Ouais. un beurre black Ouais. en Algérie peut prétendre aujourd'hui à la magistrature suprême, ce qui est difficile en Mauritanie, même s'il y a des candidatures, mais on ne peut pas Bah, moi, arriver par à exemple, je suis de la région de l'Ouest où il y a de Marnia, je ne sais pas si vous connaissez, et donc on a... Non, moi je suis de Sidi Aïch, bon, voilà. dans la petite Kabylie. Et du coup, on a l'origine des gens, des vrais Marnaouis, de ceux qui sont, parce qu'on fonctionne comme ça, les vrais, les faux, nous c'est plutôt comme ça, ce sont plutôt des Noirs. Ils sont, enfin, je veux dire, moi, là où je suis, ils ont un statut de prince, quoi. Ils ont un statut. En tout cas, il n'y a pas de hiérarchie sociale ou économique en tant que telle. Après, de là à dire qu'il n'y a pas du racisme, mais là, je parle plutôt des Noirs qui viennent hors des frontières de l'Algérie, de la part des pays du Maghreb. Ça, moi, je ne vais pas angéliser. Bien sûr que oui, il y en a. Et il y en a pour plein de raisons, d'ailleurs. Il y en a d'abord parce que c'est... Point de vue religieux, on dit que le noir est inférieur à l'arabe. Moi, je pense que c'est surtout les restes de la colonisation avec le néocolonialisme. C'est-à-dire que moi, je peux te dire que ma mère a dit que la race du prophète est mieux que la nôtre. Et lui, il est issu des Arabes et nous pas. Déjà, ma mère qui n'est pas allée à l'école et qui a appris son arabe et sa religion de loin, chez nos parents, pense comme ça. La plupart de nos parents pensent que nous sommes naturellement inférieurs aux Arabes. Parce qu'on les musulmans noirs. Mais parce qu'on intègre les choses, mais ce qui est vrai, c'est plutôt de dire que les Noirs qui viennent de l'extérieur, mais un peu comme les Chinois, hein, j'ai envie de dire, quand ils sont arrivés chez nous, il y a un reste de la colonisation. C'est-à-dire que quand on a été colonisé, vous savez, c'est le harceleur harcelé, l'ancien harcelé, et ben c'est un peu pareil. Et puis, il ne faut pas sous-estimer aussi la pression des pays du Nord sur les pays d'Afrique, et notamment s'agissant des migrations. C'est-à-dire qu'on a donné aujourd'hui le pouvoir aux pays du Maghreb de faire le sale boulot et de bloquer l'immigration subsaharienne notamment, et donc d'opérer des pratiques racistes, notamment aux frontières. On le voit avec la Tunisie, même si c'était un peu particulier, parce que les Tunisiens, ils avaient quand même intégré dans leur constitution des lois racistes, anti-noirs, et ça c'est très grave, mais on sent quand même qu'il y a cette forme de racisme pour le coup, mais c'est pas de l'inter-ethnique au sein du pays. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vécu, je l'ai pas vu. Peut-être parce que vous n'êtes pas, sur place. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, Armand, est-ce que ce télescopage, avoir un brin racisme en soi dans sa bandoulière et puis venir en France être confronté au racisme, ne donne-t-il pas un cocktail que je n'ose pas nommer? Un bras tribaliste, vous voulez dire? Le tribalisme, ce tribalisme et ce racisme mélangé, parce que nous venons avec un brin de notre tribalisme, de notre ethnicité, ici en France, en Europe, partout où nous allons. Est-ce que ça ne fera pas confronter au problème racial ici un cocktail qui un jour risque de ne pas être innommable? En réalité, ce sont là deux phénomènes que nous superposons, à mon avis, qu'il ne faut pas. Non. Je pense qu'il ne faut pas. Parce que le racisme, enfin le tribalisme... Je le dis parce que pendant les élections ici, on a vu, excusez-moi de vous interrompre, mais on a vu que beaucoup de Noirs, par déception des politiques chez eux, on préférait dire que le Front National, le Rassemblement National est plus sincère, on va vers là-bas. Et c'est ceux qui sont dans les pays les plus, avec des politiques les plus tribaux. Oui, mais c'est aussi parce qu'on leur a envoyé via les médias mainstream des informations concernant leurs frères et sœurs en France, en l'occurrence, qu'ils viennent leur piquer leur boulot et on est toujours l'étranger de l'autre. Mais de là. Donc ça fait qu'on va regagner le Rassemblement National pour avoir quoi? Bon, c'est pas mon cas, mais bon, ouais, c'est pas bien. C'est loin d'être mon cas. Mais je pense qu'il faut pas, de mon point de vue, il faut vraiment pas superposer les deux phénomènes de société. Là, à la limite, le tribalisme qu'on peut vivre en Afrique, c'est la France de 1800, quoi. Exactement. Voilà. Parce que les Flamands, les Wallons, les Corses, les Wallons, c'est ça qu'il y en a là-bas aujourd'hui. En réalité, c'est transposer la démocratie
dans une Europe qui est débarrassée désormais de ce racisme, qui vit donc une démocratie que je veux dire propre. Voilà. Et de nous la balancer. De quelque chose qui est complètement désuet ici. Et nous la balancer en 84 par le discours de François Mitterrand, c'est ça qui est problématique. On nous demande de faire une démocratie dans une société qui n'est pas prête d'être démocratique. La démocratie, ce n'est pas aller voter chaque 5 ans. Mais c'est voter au moins d'abord. Même dans c'était le plus lointain, c'était pas l'anarchie. Il y avait par exemple dans l'Empire du Manège ce qu'on appelle le kalafili, qui veut dire vote. S'il y a le mot qui existe, c'est que l'action existe. Oui, soit, mais je veux dire la démocratie occidentale, telle qu'on nous l'a, entre guillemets, imposée en Afrique, elle est problématique. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Je pense que les intellectuels africains ont fauté par ne pas avoir réfléchi à une démocratie adaptée aux réalités, à nos cultures. Merci beaucoup, merci. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup. Nous allons revenir, chers téléspectateurs, dans quelques instants. Nous n'oublions pas, je pense que Mornia va adhérer à avoir une pensée pour les femmes de l'Est de la RDC qui payent tribut à cause de l'agression au Rwanda, le Soudan non plus, parce qu'aujourd'hui, à la frontière avec l'Égypte, il y a beaucoup de déplacés qui peinent à survivre. Nous nous retrouvons dans quelques instants, c'est sur Global Africa, dans votre émission Tumulte. Bonjour, nous revoilà, même plateau, même thème, c'est-à-dire nous parlons du racisme et du tribalisme. Du tribalisme en Afrique, voir quelles similitudes, quelles sont les similitudes entre ces deux faits, ces deux phénomènes. Pour Armand Gérard Obou, il n'y a quasiment pas de relation entre ces deux phénomènes. Est-ce que c'est le cas pour Stéphane Totui? Oui, il n'y a pas vraiment de relation. Il y a juste simplement les effets qu'on peut dire qualifier de communs, mais simplement la manière d'effectuer, de pratiquer est différente. Parce que, comme l'a dit Armand, c'est qu'au niveau tribal, c'est côté fonctionnel, c'est côté politique. Donc, c'est juste une relation politique qui se met en place pour dire telle tribu ou telle région va faire un rattrapage, va essayer d'exister. Et ça a été imposé. Même si ça existait depuis des temps avant la colonisation, tout. Mais au niveau, je dirais, du racisme, c'est qu'aujourd'hui, le racisme, il est vécu. On a mis le mot race, mais on a mis simplement par identité. Quand on prend la définition, normalement, c'est lorsqu'on refoule un groupe, lorsqu'on refoule une identité. Est-ce que c'est, Stéphane, est-ce que c'est une politique qui a décidé de ghettoiser la France, c'est-à-dire faire une France du 93, du 9-3, et une France des bobos, non? Si, c'est une politique qui a été mise en place, puisque à l'époque, quand ils ont commencé à créer les banlieues, c'était de mettre très loin la misère pour ne pas que les riches puissent voir cette misère. Donc, cette misère était identifiée à qui? Mais aux migrants qui étaient venus reconstruire la France. Et certains travailleurs ouvriers qui n'avaient pas une certaine, je dirais, hiérarchie sociale. Des ouvriers qui étaient là, qui travaillaient dans les usines, qui travaillaient dans les champs, puisque rappelons-nous que Paris était quand même des champs autour, donc ils travaillaient dans les champs, et ces derniers, on leur a dit, bon, vous n'allez pas rester dans les bidonvilles autour des grands quartiers, on les a mis très loin. Sauf qu'avec la population qui grandit, on a rattrapé ces banlieues, qui font maintenant partie du Grand Paris, et donc les gens voient maintenant cette misère en face. Et est-ce qu'on est prêt à associer cette misère en disant, on est tous français, on accepte? Non, on met du racisme pour pouvoir cacher cette erreur du passé. Mais surtout, quand vous avez parlé, que Armand a essayé de rebondir dessus sur la démocratie, en 84, quand Mitterrand regardait tout ça, c'était bon, comment on peut faire pour masquer cette misère? On a commencé avec les Blancs Black Bear, quand on a lancé comme thème. Et certains artistes ont utilisé ça pour dire, bon, on va plutôt faire un cri de ralliement pour dire qu'on est tous ensemble. Éphémère. Voilà. Je pense. Sauf qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas connu cette manière et eux, ils le vivent autrement, avec ce plafond de verre, avec cette administration qui les refuse, qui les assigne à des boulots, des emplois, je dirais, précaires, pour toujours les asservir.
Est-ce que c'est cela la France de demain? On va voir l'avis sur ce, l'avis de Alsen, notre spécialiste du thème, Alsen Cham, qui va nous dire son point de vue sur le racisme et le tribalisme, justement. Le tribalisme aussi se manifeste par l'institutionnalisation du racisme, et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'image de la France, il y a aussi des discriminations à l'embauche, notamment dans les pays africains en fonction de l'ethnie, et que en fonction de certains pays notamment, il y a une forme de socialisation ethnique du travail, et qu'en fonction de telle ou telle communauté ou telle ethnie qui a le pouvoir administratif et le pouvoir étatique, on a une forme d'institutionnalisation, et que justement, en fonction de telle ou telle ethnie qui a le pouvoir, c'est beaucoup plus facile d'accéder à certains postes de responsabilité. Donc je pense qu'à ce niveau, en France, tout comme en Afrique, il y a justement ce problème où il y a des formes de discrimination à l'embauche, notamment de discrimination au travail, qui est du fait justement du racisme et de cette institutionnalisation du racisme, notamment au niveau politique, où quand on n'appartient pas entre guillemets à l'ethnie dominante, il est très difficile d'avoir des postes, notamment au niveau de l'État. Donc je pense qu'à ce niveau, les acteurs africains aussi doivent prendre en compte cet aspect, et c'est tout comme le cas en Europe aussi, où parfois, justement en fonction de son origine, on peut aussi avoir des difficultés à casser le plafond de verre. Donc je pense qu'à ce niveau, il serait intéressant de croiser les disciplines justement, afin que ce racisme systémique-là cesse et qu'il n'y ait pas de discrimination, notamment au niveau politique, mais aussi au niveau professionnel. Merci. Alors, Mornia, votre avis? Alors, moi, je suis d'accord pour dire que les effets socio-économiques sont les mêmes, mais je ne suis pas sûre que les sources soient totalement les mêmes. Et transposer une idéologie raciste qui appartient aux impérialistes, aux capitalistes, qui clairement se fonde sur l'exploitation par le travail des hommes et des femmes, selon leur race, justement, construction sociale, ce n'est pas tout à fait la même source et la même genèse, je pense. Alors, vous ne trouvez pas de similitude? C'est bizarre, je dis comme les les effets. invités. J'ai dit les effets, mais les en effets sont politique, les chez nous, vrai ça veut dire que les moi, il y a bien une président, discrimination. mon oncle est ministre. Mais c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Sauf que ce n'est pas ce qui se fait en Europe. En Europe, vous ne vous permettrez pas de choisir votre oncle président. Alors, donc, quand Pénélope est employé fictif pour le compte de Fillon, il va au tribunal et Fillon est sanctionné. Ouais. Sauf qu'en Afrique, justement, vous avez, comme dit Alsen, vous avez justement... Une institutionnalisation, si j'ai bien compris. Absolument, une institutionnalisation. Et donc, si vous voulez, vous avez une situation dans laquelle la situation est institutionnalisée, d'accord, mais ok, vous avez aussi une caporalisation de l'État, en fait, sur ce sujet. Et deuxièmement, vous avez la justice qui est également... qui ne fait pas son travail. Ils sont tous, tout le monde vient étudier en Europe, hein. Tout le monde fréquente les meilleures universités. Mais dès que les gens rentrent chez eux, sur cette question, la justice a peine à gagner son indépendance. Elle est au mains du pouvoir. Attendez, je n'ai pas fini. Non, c'est intéressant, ne me laissez pas attendre. Ça veut dire que le racisme que nous refusons ici, en venant étudier, quand nous allons chez nous, nous sommes confrontés au tribalisme qui nous donne souvent un statut, une posture qui fait qu'on exclut l'autre qui n'est pas de même condition que nous. C'est bien cela, c'est bien cela. Et donc c'est là où, malheureusement, parce que on a tous ces problèmes, d'accord? Mais nous, en fait, nous pouvons avoir des solutions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la philosophie du Ubuntu, quel que soit à l'intérieur, cette philosophie donc culturelle qui est propre donc à l'Afrique, qui veut que je suis parce que les autres sont en clair, je me définis par rapport à la prise en compte des intérêts de la communauté. On demande simplement, attendez, d'étendre cette philosophie à l'ensemble des autres ethnies. Ne la laissez pas à l'intérieur de votre groupe ethnique pour que, ainsi, quand vous êtes donc à la tête de l'État, de grâce, l'État ne doit pas être caporalisé que par votre ethnie. Encore moins. Mais ça, les intellectuels dont il a parlé tout à l'heure, oui, sur ce sujet, nous ne jouons pas notre rôle. Mais c'est alors, Stéphane, oui, allez-y. Et en fin de compte, si vous voulez, je veux pas, les journalistes eux-mêmes, qui je considère comme intellectuels, sur ces questions, vous verrez que les gens ne jouent pas leur rôle d'être aux côtés du peuple. On va choisir d'être aux côtés d'un parti politique
Et la dernière, oui, effectivement. Vous êtes sur un plateau qui note le contraire. Ah oui, oui, je sais bien, je sais bien. Mais le cas précis de la Côte d'Ivoire dont je parle, je suis désolé, vous prendrez les journaux de la presse en Côte d'Ivoire, d'ailleurs ils sont identifiés par la couleur de leur logo. Quand on est bleu, on est d'un parti politique, quand on est vert, on est d'un autre, quand on est rouge, on est d'un autre, orangé du parti au pouvoir. Et ça, ce n'est pas des choses à vivre. En fait, il faut pouvoir que chacun, dans cette situation, se donne la force intellectuelle de dire non quand il faut dire non. D'accord. Voilà. Stéphane, Oui. si tribalisme égale à exclusion et que racisme égale à exclusion, il y a toujours une différence? Il y a quand même, je dirais, une différence. Parce que quand vous m'avez demandé, j'ai dit que les effets sont identiques, mais les origines sont différentes. Parce qu'en Afrique même, dans un pays, il y a à la fois le racisme et le tribalisme. On prend l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies. Il y a des ethnies qui sont regroupées en disant nous, on parle un même langage malinké qui est le Djoula. On se caractérise par rapport au parti au pouvoir. Et il y a les autres qui sont à côté qui disent nous, on a eu le pouvoir, mais on essaie de se battre pour venir. Mais il y a ceux qui sont venus et qui sont les apportés, comme on le dit. Ceux qui sont du Burkina, du Mali et autres, qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire. Eux, quand on veut agir, on dit non, toi, tu n'as pas à parler. Tu es malien. Tu es un Borodjan. Voilà. Parce que tout simplement, on applique un racisme. Oui, Et hors là-dessus, frontières. c'est pourquoi même ici en France, Une xénophobie, hein, parce qu'on est en pouvoir quand même, oui. Ici en France même, on le voit entre nous. Les Noirs ou les Arabes ou bien quoi, on est racistes entre nous. On ne va pas se le mentir. Aujourd'hui, on veut cacher quand il y a des combats en disant oui, on est dans le même combat, mais on n'admet pas certaines choses. Donc comment pouvons-nous accepter que les autres, les Caucasiens, puissent nous juger sans pouvoir dire qu'on est solidaire? Il faut construire ça, il faut éduquer, instruire notre entourage, nos enfants, les mères et les pères, pour qu'ils puissent le faire voir. Mais le tribalisme, ici en France aussi, je dirais, ça existe, mais ça prend une autre connotation plutôt, je dirais, opérationnelle, fonctionnelle. Parce que comment on peut concevoir que... La vie communautaire, vous voulez dire? Voilà, la vie communautaire, mais au-delà. Comment on peut concevoir? Moi, en tant que candidat, quand j'ai fait une tournée, je suis allé dans un supermarché pour prendre un produit. Il y a une dame qui m'avait dit, non, monsieur, l'agent de sécurité, est-ce que vous pouvez... J'ai dit, je ne suis pas l'agent de sécurité. Elle insistait. Elle insistait. C'est du racisme. Mais il y a le maire de l'île de Saint-Denis aussi, qui, lorsqu'il va à une manifestation, il a du mal à dire aux policiers qu'il est le maire de sa ville. Il faut qu'il appelle le préfet pour se faire, valider. Parce que les gars, les personnes n'ont pas en tête que aujourd'hui, les Français, c'est tout le monde. Il n'y a plus Français caucasiens, mais blanc, black, beurre, ce sont des Français. Donc ce côté racial et ce côté tribal qu'on veut construire en France, c'est là. Aujourd'hui, je disais en aparté quand on discutait, toutes les brasseries ou autres appartiennent à des Auvergnats, appartiennent à des Normands. Tous les hôtels appartiennent à des Corses. On le voit. Ouais. À des Corses et autres. Mais aujourd'hui, quelqu'un veut entrer dans ce système, on dit non. On le voit dans le côté, je dirais, amical pour le tribaliste, qui devient un peu amical, ou autour des présidents, des ministres ou bien quoi, c'est du copinage qu'on ramène dans les cabinets. On l'a vu avec le Premier ministre Attal, c'est son compagnon qui l'a présenté à Macron, et au fil de l'aiguille, il est passé Premier ministre. On le voit avec Madame Macron, qui connaît telle personne, et au fur et à mesure, ils sont tous un peu au gouvernement. Est-ce qu'on va dire que c'est eux qui ont été nommés? Peut-être c'est par les compétences, qui sait? Mais comment le peuple, comment les citoyens de banlieue vont concevoir cela pour des gens qui ont fait des études, qui ont des bac plus 4, bac plus 5, bac plus 7, et qui n'arrivent pas à avoir un job? Et lorsqu'ils disent OK, on veut créer quelque chose, tout le monde leur tombe dessus pour dire ce que vous faites, c'est pas réglementaire. Tout ce que vous faites, c'est des choses, des emplois qui n'apportent rien à la France. Alors, donc Monia, si nous pouvons aller aux solutions, dire quelque chose qui puisse faire que on apaise tout ça, que ça se tasse et qu'on vive dans un monde exactement tel qu'il est, c'est-à-dire multicolore et diversifié. Alors, d'abord, il faut qu'on soit pragmatique et pas faire d'angélisme. On ne passe pas pour le rétablissement du droit et de l'égalité et de l'équité, ça ne peut pas se faire sans mal. C'est pas vrai de dire ça. Il faut un Big Bang. L'abaissement, c'est la fin. Mais pour y arriver,
Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, vous savez, moi j'ai participé à, je ne sais pas si vous avez entendu parler des chantiers de Breteuil. C'était des travailleurs sans papier, noirs, qui étaient exploités sur un chantier, et l'un d'entre eux a fait un accident du travail. Il a fallu pousser les organisations syndicales pour dire, mais ce sont des hommes sans papier, noirs. Donc c'est de l'exploitation raciste. On est bien d'accord. Ça a été très dur. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour renoncer au privilège d'être au bout du cône, eh ben, ça ne se fait pas sans mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des politiques contraignantes. On ne peut pas, dans une société qui s'est construite et qui pense qu'elle est démocratique en se fondant sur des inégalités raciales, mais aussi genrées, etc., penser que ça va venir comme ça ou en expliquant. On doit passer par ce qu'on appelle des politiques positives. Obliger, oui, les organes politiques à avoir... Mais le droit positif a fait de la discrimination positive. C'est de la discrimination, mais ça n'existe pas pour les racisés. Pourquoi? Voilà, est-ce que, parce qu'en France, statistique ethnique, on n'a pas le droit, on ne peut pas. C'est vrai. Voilà. Alors, Armand, Oui. est-ce que pour ce faire, il faudrait que effectivement Marine Le Pen mène le combat de Martin Luther King? Ça, Oui, elle s'est pris pour lui, je crois. ce serait bien. Et On peut y croire. Le procès peut apporter une reconversion subite. Tout est possible. Bien sûr, savez. il suffit d'une rencontre amoureuse. Non, mais elle a tout à fait raison de le faire, puisqu'on a bien vu que le président Trump s'est pris pour Martin Luther King aussi. Son investiture le jour de Martin Luther King, et il l'a mis dans son discours. Oui, mais donc chacun peut rêver, peut-être c'est un modèle. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, même si elle est son parti à connotation raciste, elle essaie de prendre des symboles noirs pour mettre en avant, parce qu'elle a besoin du vote noir. Parce que, quoi qu'on dise, les Noirs et les Arabes, on vote. Il paraît qu'on est chiffré environ à plus de 10 millions quand même. Hein, 7 millions. Les afro-descendants. C'est une manne électorale énorme. Énorme. Ouais. Donc ils sont appelés à être divisés. C'est pourquoi tous les partis dits traditionnels ont toujours des petits émissaires, des petites personnes que moi j'appelle des missionnaires, qui vont vers leur communauté pour attirer ces communautés, pour dire venez, les partis est mieux, ça va vous aider. Et ici on est intellectuels. Comme si eux-mêmes ne pouvaient pas monter les partis pour être intellectuels. Moi j'ai monté mon propre parti qui s'appelle le Parti Douce France. Vous m'avez déjà... Félicitations. Voilà. Deux choses à faire. Pour revenir à votre question. Deux choses à faire pour l'Afrique, en tout cas, à mon avis. Dans cette dernière partie. Voilà. Pour l'Afrique. Bonne conclusion ou mauvaise conclusion? Je vous dis. Monsieur qui va jusqu'au bout. Oui. Moi je pense qu'il y a de l'espoir. Pour l'Afrique, en tout cas pour ce qui est de la réduction, la disparition à terme de ce racisme, je pense qu'il faut faire confiance au temps. Parce qu'en réalité, la France des Normands, des Bretons dont on a parlé tout à l'heure, c'est 1800, etc. Il fallait, pour éviter les guerres, il fallait attendre les accords de Westphalie pour que les Européens arrêtent de se battre entre eux. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé en France? Vous avez vu surtout des mariages. Les mélanges, bien sûr. Une intégration par les rencontres culturelles, par les mariages. En Côte d'Ivoire, l'avantage qu'on a, c'est que tous les samedis, en tout cas, il y a des mariages qui sont aujourd'hui des mariages interculturels, interreligieux. La seule chose qu'il faut, ça va donc à terme. Imaginez donc les arbres de ces descendants de ces familles vont forcément arriver à une société dans laquelle on ne fera pas de différence ethnique. Mais faut-il encore que les hommes politiques... Comme les réseaux sociaux sont en train de nous faire revenir à la tour de Babel, une langue commune qu'on va parler grâce Absolument. Les réseaux sociaux vont donc aider tout ça à s'accomplir, à faciliter les rencontres. Ça, c'est un élément qui va être fondamental. Faut-il encore, comme je disais, que les politiques n'exacerbent pas les différences ethniques pour se faire, en tout cas, élire, pour contrôler. Pas le modèle du Nord. Et puis le dernier point que je voulais souligner, c'est vraiment de mettre fin à cet accaparement de pays par les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vraiment, il faut arrêter. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission qui a porté sur le racisme et le tribalisme. On a fait le parallèle sans vraiment y arriver, hein.
Sans vraiment, parce que peut-être que les gens ne le souhaitent pas, même si certains le pratiquent, et que nos subconscients refusent ce mélange, ce cocktail, et refusent même l'idée du racisme et du tribalisme, pour ramener l'humanité à quelque chose de plus mangeable. Digestif. Donc, de plus digeste, d'accord. Alors, on se retrouve dans un autre numéro. Pour le moment, c'était Armand Gérard Aubout, président de l'ONG Africa Peace in Africa. Stéphane Totui, ancien candidat à la présidentielle en France et auteur de Racisme et au secours de la France. Le racisme au secours de la France. Oui, Mornia Lapsi, qui est militante antiraciste et présidente de l'association Coude à Coude. Merci. Voilà, c'était pour le plateau et j'espère vous revoir très bientôt. Vous êtes ici chez vous. Avec Merci. plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci.